adopté. Nous en arrivons à la discussion générale. Premier orateur inscrit, Monsieur Jean-Christophe Fromentin pour le groupe UDI. Pour 10 minutes, Monsieur le député. Très bien, Madame la Présidente, Madame le Ministre, chers collègues, je crois qu'on essaye d'opposer des visions dogmatiques, des visions d'idées sur un sujet que tout le monde reconnaît, et c'est là son mérite, être important et nécessaire. Moi, je voudrais essayer de l'aborder sous un angle un peu différent, sous un angle tout simplement territorial. Et je sais, Madame le Ministre, que c'est un thème qui vous est cher dans la mesure où vous venez d'annoncer il y a quelque temps l'idée d'une nouvelle instance qui remplacerait la DATAR pour justement essayer d'avoir sur les territoires une approche plus construite, une approche plus prospective. Et est-ce que finalement ce problème du logement qui nous occupe aujourd'hui n'est pas le témoin de deux problèmes? Un problème économique qui traduit finalement la paupérisation de la société et également un problème d'aménagement du territoire, puisqu'on le voit bien, cette problématique du logement est extrêmement concentrée sur des zones qui sont aujourd'hui saturées. Donc mon propos est de voir en fin de compte à la fois sur la production, en même temps sur les flux, quelle dynamique, quelle souplesse, quelles adaptations on pourrait prendre en compte pour donner à ce problème des moyens efficaces et des moyens d'avancer. Et je regrette d'ailleurs que dans ce projet de loi, et on a eu l'occasion d'en discuter en commission économique, la bonne foi des maires ne soit pas prise en compte. Vous mettez une toise systématique pour tout le monde et le maire qui, malgré un contexte urbain particulier, veut avancer, n'est pas reconnu dans le texte que vous nous proposez. Je regrette également que, et on l'a dit à plusieurs reprises, ce texte ne prenne pas en compte l'approche globale que mériterait un sujet comme celui-là. Il y a des problèmes de production, certes. Il y a des problèmes de rotation du logement également. Il y a des problèmes de financement qui mériteraient d'être intégrés dans ce projet. Malheureusement, ce projet est trop réducteur, ne prend pas en compte l'ensemble des items, l'ensemble des moyens qui pourraient contribuer à trouver une solution. Sur la production, sur le stock, il y a à mon avis 3 éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est cette toise de 25% qui s'impose à nous tous et sur lequel on ne prend pas en compte la réalité de certaines communes, certes comme la mienne, qui ont des réalités foncières, des réalités en termes de renouvellement du bâti, des réalités, Madame le Ministre, en termes de capacité de préemption. Et j'ai dans ma commune à peu près 3 opérations sur 4 qui sont rendues impossibles et que le préfet reconnaît comme impossible eu égard à la valeur du foncier, à la valeur de l'immobilier. Et on voit bien à quel point ce texte ne prend pas en compte cette réalité foncière immobilière et la valeur. C'est la raison pour laquelle, dans les amendements que je proposerai qu'on puisse avoir un indice qui permettrait la modulation des objectifs, un indice objectif qui pourrait être contrôlé par le préfet et qui prendra en compte ces différents éléments que sont le potentiel foncier, que sont le renouvellement urbain, que sont également la valeur et la difficulté à préempter des terrains. Il y a d'ailleurs des communes qui vont bénéficier d'un apport de terrain de l'État, d'autres qui n'en bénéficieront pas. Est-ce que, finalement, cet écart dans les moyens mis à disposition ne pourrait pas inspirer un peu de souplesse à la question de la production? Et pour rester un moment sur ce sujet-là, je regrette que la contractualisation, que le dialogue n'ait pas été pris en compte dans ce sujet. Je regrette que des communes qui ont des contextes fonciers, mais aussi des contextes démographiques particuliers, ne puissent pas engager un dialogue avec l'État pour adapter les objectifs à des réalités. Je regrette que le sujet des échelles de réalisation n'ait pas été pris en compte. En commission économique, l'autre jour, j'ai été surpris par deux refus qui finalement étaient paradoxaux. Je proposais un amendement sur l'idée que finalement, dans une commune de la petite couronne comme la mienne, qui s'intègre dans ces contraintes d'urbanisme du Grand Paris, on ne puisse pas raisonner sur un nouveau bassin de vie, sur un bassin de vie étendu, qui pourrait être le département, qui pourrait être les bassins de vie au sens de l'INSEE. Et vous avez refusé cet amendement. Et quelques minutes après, quand un autre parlementaire proposait un amendement à l'inverse,
pour que la comptabilisation se fasse par arrondissement. Vous l'avez également refusé en disant que dans certains arrondissements de Paris, on ne pouvait pas arriver à l'objectif de 20% ou de 25% demain, compte tenu de la contrainte immobilière. Pourquoi finalement opposer et refuser pour des communes qui sont insérées dans ce cœur de ville, dans cette densité, ce que finalement vous permettez dans des villes sur lesquelles les arrondissements, certains arrondissements ne pourront pas arriver à cet objectif. Et donc l'objectif pour moi est vraiment de dire, est-ce que l'objectif est de dépenser de l'argent pour acheter du foncier coûte que coûte, ou est-ce que c'est vraiment de faire du logement? Et le risque, si on ne contractualise pas, si on n'assouplit pas, est réellement là. Le risque est finalement de dépenser de l'argent là, où au contraire, avec ces mêmes moyens, on pourrait multiplier et ajouter le nombre de logements, ce qui est d'ailleurs un motif d'inquiétude pour le secteur du BTP, qui pourrait trouver dans cet assouplissement les conditions aussi d'une reprise économique. Enfin, sur cette question du stock, 2 points qui me paraissent importants à souligner. La question de la comptabilisation en surface plutôt qu'en nombre de logements. On est tous en train de travailler sur des PLU, sur des PLH pour adopter justement notre évolution à des contextes démographiques, aux besoins de nos villes, qui ont besoin pour certaines de logements étudiants, pour d'autres de logements familiaux, pour d'autres encore de logements pour les personnes âgées. Et je proposerai dans un amendement à ce que finalement on puisse déterminer une unité logement sur un étalonnage qui serait par exemple la surface d'un studio, et qu'au lieu de compter en nombre de logements qui, eu égard à la coercition, va nous inciter à faire plutôt des petits logements, les plus petits logements, pour se rapprocher de l'objectif, permettrait de prendre en compte l'effort réalisé sur des surfaces. Ça n'enlèverait rien à l'effort qui est fait. Simplement, ça nous permettrait, sans hésitation, là où on a besoin notamment de logements familiaux, de pouvoir faire des 2 pièces, des 3 pièces, des 4 pièces, sans se dire si je fais un 4 pièces au lieu de 4 studios, à ce moment-là, j'handicape mon ratio et mon atteinte des objectifs. Enfin, sur la comptabilisation, je proposerai à nouveau cette semaine que les établissements, les MAS par exemple, les maisons d'accueil spécialisées ou les établissements bien que non conventionnés qui accueillent des handicapés puissent être éligibles. Là aussi, vous m'avez répondu non. Je le regrette parce qu'en fin de compte, les gens qui sont dans ces établissements ont l'allocation adulte handicapé, que cette allocation d'adulte handicapé leur permet d'être éligibles au logement social. Et je ne vois pas en quoi des communes qui ont des établissements importants comme des maisons d'accueil spécialisées, alors même que ces personnes handicapées sont éligibles au logement social, ne puissent pas être comptées dans le bilan de la loi SRU. Enfin, sur les flux, je crois, et ça a été dit tout à l'heure, prenons en compte le taux de rotation. On fera du logement, certes, par de la production, on fera aussi du logement par différents outils qui permettraient d'améliorer le taux de rotation du logement social. Je pense effectivement à la sous-occupation. Je pense effectivement à ceux qui dépassent le seuil de revenus et qui s'enquistent dans du logement social, alors même que d'autres attendent, et on le sait dans toutes nos communes, beaucoup de gens attendent pour un logement social, et beaucoup de gens restent dans des logements sociaux en participant en refusant, en bloquant cette dynamique qui permettrait d'améliorer l'offre. Je pense également au logement intermédiaire. Je pense à un peu de souplesse dans la manière dont on configure les opérations de logements sociaux pour créer finalement cet appel d'air vers le haut qui serait de nature à accompagner les parcours résidentiels et qui nous permettrait aussi économiquement de mener des opérations avec un équilibre économique, un équilibre financier qu'avec l'État aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver dans des secteurs denses, dans des secteurs chers, comme ceux notamment du cœur de ville et des communes de la petite couronne. Enfin, ça a été évoqué tout à l'heure sur le logement HLM, sur le monde HLM, sur la famille HLM. On a là des leviers extraordinaires. 4,5 millions de logements HLM, 30 milliards de fonds propres. Est-ce qu'il n'y a pas, avec ces métriques, avec ces outils, avec ces données, des effets de levier à créer? Et je regrette que dans le texte, ce monde économique, cet univers économique qui trouve qu'il y a des leviers extraordinaires à jouer ne soit pas pris en compte. On met l'accent sur la coercition, on met la toise à 25%, mais on ne travaille pas
sur un modèle économique qui pourrait être construit à partir de ce monde HLM. Voilà, et je pense que ce monde HLM, avec les communes, avec l'État, pourrait justement, dans chaque département, au travers de commissions de mobilisation, travailler sur une optimisation du parc, sur une gestion dynamique du parc social. Voilà, enfin, la position du groupe UDI, telle que le texte est proposé, sera évidemment négative. J'espère, néanmoins, que la discussion nous permettra d'adopter des amendements qui permettent d'assouplir et de dynamiser cette problématique du logement. Merci. Merci, monsieur le